Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un point central en sociologie du travail, c'est la question de la division du travail. Émile Durkheim est sinon le premier sociologue à s'être intéressé à la question de la division du travail. Pour lui, la société moderne pose un problème social important qui est un des points de départ de sa réflexion sociologique. Comment est-ce que les individus deviennent plus solidaires alors même qu'ils sont plus autonomes? Eh bien, c'est la division du travail social qui constitue pour lui le cœur de la réponse. Quand on examine la question non plus d'un point de vue économique, mais d'un point de vue sociologique, la division du travail signifie deux choses. Une première au niveau global et une seconde au niveau de l'individu. Premièrement, au niveau global, les secteurs d'activité où chaque producteur dépend des autres s'organisent dans un ensemble fonctionnel qui établit des relations avec les autres ensembles fonctionnels. Par exemple, les secteurs de l'industrie et des services sont chacun composés d'individus dépendants les uns des autres, mais ces secteurs sont eux-mêmes interdépendants. L'industrie a besoin des services et les services n'auraient aucun sens à exister seuls. Vassili Leontiev, un économiste russo-américain, a travaillé sur l'analyse des entrées-sorties et il a montré comment les changements dans un secteur économique peuvent affecter d'autres secteurs. Sans ça, la séparation des travaux ne pourrait pas se maintenir. En clair, sans différenciation entre les secteurs d'activité, pas d'interdépendance, sans interdépendance, pas de différenciation. Ces deux éléments caractérisent nos systèmes économiques et sont nécessaires à leur équilibre. Deuxièmement, au niveau de l'individu, la division du travail signifie que l'individu doit se spécialiser. Il devient alors dépendant des autres et les autres dépendants de lui. Il y a donc une forme de cohésion qui découle du fait de la division du travail social. Le client a besoin du fournisseur, le fournisseur a besoin du client. Cette cohésion repose et suppose des différences entre les individus du fait même de leur spécialisation. Cette cohésion d'individus différents et autonomes au sein de leur sphère d'activité, Durkheim la qualifie de solidarité organique en opposition à une solidarité mécanique où la cohésion résulte de la similitude entre les individus d'un même ensemble social, similitude qu'il associe à l'absence ou à la très grande faiblesse de la division du travail dans certains groupes sociaux. Comme exemple de solidarité organique, Durkheim voyait évidemment le modèle de nos sociétés industrialisées, et en ce qui concerne la solidarité mécanique, il pensait aux sociétés traditionnelles de petite taille, où les individus effectuent ensemble les mêmes tâches. Durkheim refuse d'expliquer la division du travail uniquement par des raisons économiques. Pour expliquer son point de vue, il se réfère à l'origine et au fonctionnement de la division du travail. D'abord, il rejette l'idée selon laquelle les résultats bénéfiques anticipés de la division du travail peuvent en expliquer l'origine. Pour ça, il faudrait supposer que l'on connaît par avance les résultats d'un phénomène qu'on ne connaît pas. C'est pas crédible à ses yeux. À la place, il construit un modèle causal avec des effets de rétroaction, un modèle qui comporte également une dimension évolutionniste. Je m'explique. Durkheim part du principe que la densité sociale et morale augmente dans nos sociétés modernes. Ce qu'il appelle la densité sociale et morale, c'est le nombre des individus et l'intensité de leurs relations. Avec cette densité sociale et morale croissante apparaît la possibilité d'une différenciation des rôles sociaux. Et c'est là qu'apparaît la division du travail. Elle est rendue possible par deux choses. D'une part, une dispersion plus grande des individus et d'autre part, une modification des conditions de vie. L'emprise de la conscience collective s'affaiblit nécessairement, ce qui favorise la différenciation des rôles sociaux. En clair, avec l'apparition des sociétés modernes et industrielles, on a des individus de moins en moins regroupés, avec des conditions de vie de plus en plus différentes, qui font des choix de moins en moins similaires. Une fois ce processus enclenché, l'influence des anticipations commence à jouer puisque des idéaux ou des représentations claires peuvent accélérer ou orienter le développement de ce fait social décisif dans la constitution des sociétés modernes. En ce qui concerne le fonctionnement de la division du travail, Durkheim considère que la vie sociale ne peut pas être décrite comme une société essentiellement formée d'individus qui règlent leurs relations sur la base du libre contrat. C'est vrai que l'idée du libre contrat suppose de longs tâtonnements et de longues négociations, d'abord pour être élaborées, ensuite pour être modifiées selon les exigences d'une vie sociale éminemment changeante. Or, le temps fait défaut pour que de telles procédures contractuelles se mettent en place, alors même que nous contractons sans cesse. Par conséquent, Durkheim considère que la généralisation du libre contrat repose sur l'existence de conditions non contractuelles du libre contrat, c'est-à-dire d'institutions sociales qui lient les contractants sans qu'ils le veuillent. Par exemple, pour qu'en entreprise les négociations salariales se passent le mieux possible, elles sont encadrées par des règles juridiques qui, elles, ne sont pas négociables.
Tout comme les économistes, Durkheim n'est évidemment pas aveugle devant les limites de la division du travail social et il identifie 4 dérives potentielles liées à cette division du travail. Premièrement, l'absence d'une réglementation assurant la coopération entre les différentes fonctions sociales, ce qu'il dénomme la division du travail anomique. Deuxièmement, l'exagération de la place prise par l'autorité. Troisièmement, l'inégalité structurelle des chances et l'inéquité des contrats entre patrons et ouvriers, ce qu'il appelle la division du travail contrainte. Et enfin, un trop grand morcellement des tâches. Pour lui, ce sont des formes pathologiques que peut prendre la division du travail, mais en soi, ça ne contredit pas les fonctions socialisatrices du phénomène quand il se déroule dans des conditions normales, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, je mets quelques références bibliographiques juste après pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion. Je vous dis à bientôt pour explorer un nouveau thème de la sociologie. D'ici là, portez-vous bien. Salut!